Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième plateau télévisé de l'Échappée Belle. Donc nous sommes aujourd'hui ici en direct d'Alvar pour parler de trail et parler plus largement de cohabitation, comment faire cohabiter les activités de trail avec les différents usages que l'on peut retrouver en milieu naturel. Alors nous sommes ici aujourd'hui avec Martine Colly, donc vice-présidente du département, chargée de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conseillère départementale mais également élue à Alvar. Vous pouvez nous parler peut-être déjà de la commune d'Alvar qui nous accueille aujourd'hui ? Écoutez, d'abord, bienvenue à Alvar. Vous avez vu, on a commandé le soleil, évidemment. Et nous sommes dans ce parc thermal qui est magnifique, que la commune a souhaité ouvrir à la population, bien sûr, parce qu'il y a eu une époque où il était totalement fermé. Donc voilà, vous êtes dans un espace thermal, mais aussi ouvert à la population. Notre commune, plus de 4000 habitants. Nous sommes en augmentation, bien sûr, avec l'activité thermale en phare, avec le groupe Le Bon qui a repris les termes depuis un an. Et puis la station du Collet d'Alvar qui vient d'être communautarisée et voilà, avec une activité évidemment touristique très importante qui a pris la place, je dirais, de l'activité industrielle que nous avions à Créan-Beldon à l'époque et à Alvar avec les forges. Le trail, c'est une activité qui aujourd'hui est en plein essor. Quelle vision départementale, vous, en tant que vice-présidente, vous avez au niveau du trail ? Alors, je vais déjà parler de ma vision communale, puisque nous, et avec l'aide de l'espace Beldon et d'autres collectivités, le trail, depuis 5 ans, depuis le début même de l'Échappée Belle, ça nous a paru être un axe fort à développer sur le plan économique et touristique, et bien sûr sportif. Et donc, nous avons adhéré au réseau de stations trail, et nous avons une station trail depuis 2013, qui nous a fait évidemment découvrir cette activité, et nous voyons chaque année une montée en puissance du nombre, bien sûr, de pratiquants dans nos massifs. Alors sur le plan départemental, bien sûr, on voit un développement extraordinaire dans les massifs isérois, avec un nombre incalculable de compétitions chaque week-end qui sont vraiment qui ont un vrai intérêt sportif et puis aussi pour toutes les communes qui sont concernées, puisque le trailer vient mais avec sa famille et évidemment un fort intérêt. Alors sur le plan départemental, nous avons aussi nous développons bien sûr tous ces sites départementaux en escalade, en course d'orientation, les PDIPR bien sûr qui sont utilisés par les trailers. Et nous rencontrons évidemment, ça n'est pas un problème, mais nous souhaitons mettre en place une vraie cohabitation, que chacun comprenne les enjeux que nous avons dans nos massifs, les dangers qu'il peut y avoir, mais aussi le plaisir de découvrir les activités que font les uns et les autres, les chasseurs, les forestiers, et que nos amis trailers découvrent ça et surtout apprécient et découvrent ces activités, les alpages aussi, hein, nous avons tout ce monde-là dans la montagne, donc voilà, un échange, mais que nous souhaitons sécuriser et pas encadrer, mais en tous les cas faire découvrir et apprendre les uns aux autres toutes ces pratiques. Donc favoriser un dialogue avec, par la cohabitation entre les pratiquants et les usagers de la montagne. Alors vous avez en place des dispositifs peut-être au sein des massifs pour favoriser le dialogue ? Alors il y a déjà depuis 2 ans, je crois, dans le Vercors, un espace de dialogue. Justement, tous les acteurs sont présents et notamment bien sûr les organisateurs de manifestations et de trails. Et chacun peut échanger pour justement sécuriser les parcours, comprendre les enjeux des uns et des autres et préparer au mieux toutes ces manifestations. Alors le département souhaite pouvoir étendre ces espaces de dialogue sur chacun des massifs et ce sera le cas dès septembre 2017, mais Bernard Michon me disait que l'espace Beldon pourrait être un de ses supports et j'ai bien entendu le message. Tout à fait, merci. Je me retourne vers vous maintenant, Pierre Gagnère. Vous avez tourné le film Isère Terre de Trail, qui est un film qui parle de cohabitation. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous y êtes pris et qui vous êtes allé rencontrer ? Depuis bien longtemps maintenant, je parcours la montagne, que ce soit par le biais des trails ou en randonnée. Et au fil de toutes ces années, j'ai rencontré tous les acteurs du territoire, dont certains sont d'ailleurs autour de cette table-là. Et au fil des discussions, je me suis rendu compte, comme vient de le dire Madame Colly, qu'il y avait quand même des problématiques, des enjeux, et que pour qu'il y ait une meilleure cohabitation, il fallait que les gens se connaissent davantage. Chacun accepte de faire un pas vers l'autre et j'avais très envie
de tourner un film qui donne la parole à tous ces acteurs, qui leur permettent de s'exprimer, qui leur permettent de faire passer leur message. Et puis, l'objectif de ce film aussi, c'était non seulement de leur donner la parole, mais ensuite que ce film soit utilisé comme il l'est aujourd'hui. C'est un peu un fil rouge pour organiser des tables rondes, pour que les gens de nouveau parlent justement de leurs enjeux, de toutes leurs problématiques, pour qu'il y ait un réel échange, pour qu'il y ait un réel partage, parce que la montagne, c'est quand même un milieu sensible, fragile. Si on ne respecte pas les autres, il y a vite des problèmes qui se posent. Je l'ai vu en rencontrant les chasseurs, il ne faut pas déranger certaines espèces, les bergers avec la problématique de leurs patous, même les agriculteurs quand on passe sur leur terrain. Bref, il faut que tout le monde apprenne à connaître l'autre, leurs activités, les respecter. Et là, on arrive à un vrai partage de la montagne. C'est mon souhait, c'était mon souhait en faisant ce film, et j'espère que ce plateau télé va participer encore à faire connaître ce monde de la montagne qui est magnifique. Merci. Alors Bernard Michon, donc je me tourne vers vous en tant que président de l'espace Beldon. Alors vous êtes l'interface un petit peu entre les organisateurs de l'échappée belle et les acteurs du territoire. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez fait cette interface et comment ces acteurs ont pris et quelle perception ils ont eu de l'échappée belle de la première édition à aujourd'hui? Florent Hubert, au départ, a eu une approche extrêmement importante. Il est venu voir les acteurs du territoire avant de proposer son projet de course. Et ça, c'est un élément essentiel parce que derrière, tout s'est déroulé relativement facilement. Je crois que pour nous, ce qui était l'enjeu d'accompagner cette course, c'était derrière de montrer que la montagne, que Beldon est un territoire habité, que c'est un territoire sur lequel il y a des activités économiques, il y a des activités de loisirs. Donc pour nous, c'était très important. Bien sûr, au départ, certains acteurs étaient un peu réticents, certaines communes, une minorité était un peu craintive de voir arriver cette déferlante, parce que quand on les voit arriver en courant, ils sont pas très nombreux, mais quand même, c'est impressionnant de les voir galoper sur les sommets. Mais je crois qu'au fil du temps, ils ont bien vu que l'espace de médiation qu'a créé cette course, dans la manière dont il s'est présenté, nous a permis de parler. C'était un territoire où les acteurs se parlaient peu. Ça a été dit précédemment, mais je tiens à le redire parce que chacun pratiquait son activité sans qu'il y ait forcément de dialogue entre les uns et les autres. On a d'autres actions que nous avons accompagnées qui sont allées dans ce sens, mais là, l'échappée belle a été, je dirais, le pompon parce que ça soulève des problèmes parfois. Ça sera dit tout à l'heure, je pense, autour des alpagistes. C'est pas simple, mais je crois qu'aujourd'hui, tous ont la volonté de faire que cette course marche bien. Et donc, on peut rassembler autour de la table. L'espace Beldon le fait déjà et on est ravis que le département vienne nous donner un coup de main dans cette opération, mais c'est de mettre autour de la table, c'est d'interpeller, c'est d'appeler, c'est d'échanger. Et à partir de là, chacun est reconnu de sa place et de sa fonction, que ce soit le propriétaire, que ce soit l'éleveur, que ce soit le chasseur, que ce soit le gardien de refuge, que ce soit le maire. Et ce qui fait qu'au bout du compte, le dialogue fonctionne bien et c'est toutes les chances qui font qu'un événement comme ça marche et soit vraiment enraciné sur le territoire. Mais écoutez, merci. Donc, des chances et des atouts d'avoir des structures qui peuvent fédérer et rassembler les acteurs du territoire. Je me tourne vers vous, Jean-Yves Bouvet, donc directeur départemental de l'ONF Isère. Alors aujourd'hui, la forêt attire de plus en plus de personnes avec des secteurs qui sont beaucoup plus fréquentés qu'il y a 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment l'ONF s'adapte à cette fréquentation, notamment de trailers en tant que pratiquants ou événements ? Bonjour, alors comment on s'adapte ? Ça demande beaucoup de temps de dialogue, notamment sur les trails organisés. Mais c'est l'illustration de ce qui a déjà été dit autour de la table, c'est-à-dire qu'on a un temps de dialogue qui est plus important, donc temps de dialogue qui est somme toute tout à fait intéressant et pas trop dévoreur de temps lorsqu'on a affaire, et c'est la majorité des gens, à des organisateurs respectueux qui ont conscience d'ores et déjà que c'est un espace de travail. Il y a des bûcherons, il y a des débardeurs, il y a des alpagistes un peu plus haut, qui sont aussi conscients que c'est des terrains en forêt ou au-dessus des forêts qui peuvent être l'objet d'une certaine fragilité parce que le milieu peut être un peu fragile par endroits, mais peut être aussi a besoin de tranquillité à certains moments. La faune, les collègues en parleront,
qui sont OK pour qu'on mette en place des règles, somme toute, de bon sens, y compris dans la logistique de l'organisation de la manifestation, et puis qui sont prêts à faire l'effort, et c'est là je salue l'effort des organisateurs de trail, une fois la manifestation passée, à débaliser, enlever tout ce qui reste pour que la montagne reste à nouveau comme elle était auparavant. Donc avec ça demande un petit effort pour les participants individuels. S'ils sont conscients de ces choses-là, et les organisateurs peuvent participer à cette sensibilisation et à ce dialogue, c'est déjà un gros point. Le deuxième point, c'est je ne saurais trop conseiller de rester sur des sentiers, alors particulièrement les PDIPR, parce que c'est grosso modo le sentier, la structure qui est prévue pour ça. Et sur des sentiers que l'usage a consacrés et pas des sentiers vaguement marqués, voire complètement hors forêt, qui est une recommandation qu'on essaye de passer à chaque fois. Alors vous, en tant que gestionnaire de forêt, quels sont les enjeux d'un point de vue environnemental que vous avez par rapport au développement de la forêt et par rapport peut-être à la fréquentation qu'on peut avoir de ces espaces ? Donc je dirais l'enjeu principal que je verrais, c'est la sécurité. C'est-à-dire, comme c'est un espace de travail avec des bûcherons qui abattent des arbres qui pèsent plusieurs tonnes, comme il y a des engins qui circulent, l'enjeu le plus important, et les chantiers de bûcheronnage sont de mieux en mieux signalés, de mieux en mieux balisés, il y a de la rubalise, c'est cette sécurité-là. C'est éviter qu'il y ait un drame qui puisse se passer parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu passer à un endroit qui était finalement un chantier. C'est comme un chantier de travaux publics finalement, c'est pas en accès libre. C'est une activité qui, n'étant pas par définition motorisée, nous on a des gros problèmes d'activité motorisée, c'est ceux qui nous posent le plus de problèmes. Comme c'est pas une activité motorisée, on est volontiers accueillant et on n'a pas d'interaction très très forte avec ça. Et je dirais la principale, je le rappelle, la sécurité. Donc une anticipation. Merci. Patrice Ibu, donc directeur départemental de la Fédération des chasseurs de l'Isère. Alors aujourd'hui, au niveau, donc plus de 17 000 chasseurs en Isère, plus de 500 associations de chasse communales. Alors comment la chasse et comment les chasseurs s'organisent par rapport à des espaces qui aujourd'hui sont de plus en plus fréquentés par le grand public ? Alors le monde de la chasse a fortement évolué depuis ces 30 dernières années. Il est vrai que c'est une activité qui date dans notre espace naturel. Et les chasseurs sont devenus de véritables acteurs du territoire. Depuis toujours, il y a un échange qui se passe avec les différents usagers de cet espace naturel. Mais les chasseurs se sont retrouvés dans l'obligation de pouvoir s'adapter à ces nouvelles pratiques. L'approche territoriale du chasseur, elle est assez simple. Il a son territoire de chasse et au sein de ce territoire de chasse, parfois il a eu du mal à accepter de nouvelles activités. Je pense que ce temps-là est révolu. Et le monde de la chasse s'est bien adapté à cette situation. Et dans le cadre de ces activités de pleine montagne, entre autres le trail qui est en plein essor, moi-même je suis pratiquant, donc je commence à connaître ce qu'est cette activité. Généralement, le monde de la chasse s'adapte très très bien. Mais bien évidemment, pour cela, il est nécessaire qu'auparavant, et avant toute organisation de manifestation, et au même titre que les autres acteurs du territoire, il y ait une consultation préalable. Alors on pourrait considérer que les chasseurs ne sont concernés que par les activités de pleine nature automnale, mais ce n'est pas forcément vrai parce qu'ils ont une connaissance du territoire aussi, qui conjuguée à celle des forestiers, à celle des élus territoriaux, à celle des alpagistes et autres, nous permettent aux organisateurs éventuellement de revoir un certain tracé qui peut être perturbant pour certaines espèces animales. Je pense éventuellement au tétralier, un espace de reproduction, ou au chamois. Et je pense que là, il est réellement nécessaire qu'il y ait un dialogue préalable, comme l'ont dit les différents intervenants. Merci. Alors aujourd'hui, la Fédération des chasseurs de l'Isère met en place des actions pour essayer de vulgariser pour le grand public, pour parler de la chasse, comment elle s'organise, de pouvoir permettre d'être plus précis sur les secteurs, les jours de chasse, les périodes de chasse, quelle est l'attitude à avoir quand on rencontre un chasseur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces actions ? Oui, alors le plus important, c'est que ces actions, nous les menons au travers d'un collectif départemental. Et c'est là l'intérêt de cette action en fait, c'est que c'est un collectif présidé par le préfet dans lequel on retrouve les élus territoriaux, représentants des maires, le conseil départemental, les randonneurs, les cavaliers et autres. Et c'est au travers de ce collectif départemental qu'on tente de développer des outils qui permettraient aux autres acteurs du territoire qui connaissent très peu notre activité parce qu'elle est assez complexe à maîtriser,
et qui leur permettent de mieux nous comprendre, et mieux comprendre quelle est notre activité. Parce que je pense qu'il y a un maître mot qui perdure et qui doit exister dans toutes ces activités de pleine nature, c'est le dialogue et la connaissance des pratiques des uns et des autres. L'ignorance est le pire de notre ennemi. Et donc, au travers de ce collectif, on est en train de développer, effectivement, via l'utilisation d'outils assez modernes, entre autres une application téléphone, une application mobile qui permettra à tout à chacun de pouvoir de savoir si ce jour-là, sur tel territoire où je me trouve, quelle est la pratique de chasse à laquelle je pourrais être confronté. Est-ce que c'est une chasse en battue avec beaucoup de chasseurs? Est-ce que c'est une chasse où il n'y a que des chasseurs individuels ou s'il n'y a pas de chasse? Et tout ça à l'instant T. Donc je pense que c'est déjà un gros pas qui a été fait en avant. Les chasseurs vont y consacrer énormément de temps et les acteurs locaux vont y consacrer aussi beaucoup de temps. Donc cette application devrait être active pour l'ouverture de la chasse en 2017. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aspect signalétique, parce que lorsqu'on est en action de chasse, la réglementation est assez complexe, mais malgré tout, on doit informer les pratiquants de l'activité, du fait qu'on est en train de pratiquer notre activité. Il y a une nouvelle signalétique chasse qui va être développée dans le département et qui sera généralisée. Donc c'est l'ensemble de ces acteurs qui, autour d'une table, réfléchissent pour essayer de faire en sorte que notre pratique synégétique, méconnue et complexe, qu'on puisse la rendre accessible aux uns et aux autres, tout en sachant que c'est pas si évident que ça. De plus, les acteurs locaux s'engagent, les chasseurs s'engagent dans des actions, entre guillemets, de communication et dans le fait de pouvoir créer des espaces de dialogue au travers de ce que nous appelons les relais synégétiques. C'est-à-dire que beaucoup de sociétés de chasse ont des cabanes de chasse dans lesquelles ils se rencontrent, ils se regroupent. Et ces cabanes, certaines sociétés les ouvrent à la totalité des randonneurs. Et donc sur cette fameuse application mobile, on pourra retrouver l'ensemble de ces relais synégétiques. Le randonneur pourra venir s'y restaurer, dans certains cas des points d'eau, dans certains cas on peut accéder à l'intérieur de la cabane, ou le cavalier pourra, parce qu'il y a une barre d'attache pour ses chevaux, venir s'y reposer. Donc l'autre but à nous, c'est le dialogue. Et je pense que le maître mot de ce collectif départemental, c'est le dialogue. Au même titre que toutes les activités de pleine nature. Merci. Donc un panel d'outils, une application smartphone, une nouvelle signalétique, la possibilité d'utiliser les cabanes de chasseurs. Merci. Je me retourne vers vous, Bruno Caragel. Donc vous êtes le coordinateur de la Fédération des alpages de l'Isère. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre fédération, son rôle et un petit peu des activités pastorales qui sont mises en place sur Beldon? Oui, bonjour. Donc la Fédération des alpages de l'Isère est une association loi 1901 qui rassemble des éleveurs responsables d'alpage et des élus des communes de montagne principalement pour conduire des actions d'accompagnement technique, de formation sur des thématiques de l'économie, de la culture, de la zootechnie. Voilà, et on agit aussi beaucoup en médiation. Il faut savoir que les alpages de Beldon sont en grande partie propriété privée, à peu près la moitié, un tout petit peu moins a priori. Que 25% de la surface de Beldon est de la surface d'alpage. Donc c'est important et c'est notre paysage que l'on voit depuis les vallées. Ce qui est blanc en hiver sont les alpages de l'été, pour faire très simple. Sur ces espaces pastoraux, à peu près 15 000 moutons sont estivés et 1500 bovins. C'est pas mal. Les alpages de Beldon sont difficiles, escarpés, petits. Les ressources fourragères sont pas très denses, elles sont assez éparses. Et cela donne des alpages assez difficiles à exploiter. Et environ 130 personnes s'en occupent. On a 130 personnes qui travaillent sur les alpages, dont une vingtaine sont salariés. Donc on voit que les éleveurs sont très présents dans la gestion des alpages. Et c'est vraiment l'occasion pour moi aussi de souligner que ce sont d'abord des espaces de travail aux yeux des éleveurs et aussi d'ailleurs aux yeux des élus de communes de montagne, pour qui l'activité pastorale est importante, puisqu'elle structure aussi les exploitations de la vallée, puisqu'une grande partie des bêtes qui sont estivées dans Beldon sont des bêtes qui passent l'hiver en proximité, soit dans le massif, soit dans l'Isère, à peu près la moitié des effectifs. Voilà pour les activités pastorales. Donc une présence assez forte, plus de 25% de Beldon est un alpage, plus de 15 000 bêtes donc, qui sont dans les troupeaux. Alors aujourd'hui, on s'adresse à un participant de l'échappée belle, à un coureur occasionnel, régulier. Quelles sont aujourd'hui l'attitude à avoir quand on va rencontrer un alpage ? Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, les milieux sont fragiles. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne laisse pas de déchets. Les ruminants, les ovins ou les bovins consomment ces déchets et s'intoxiquent avec, ou ont des obstructions qui sont toujours assez graves.
Ensuite, il faut considérer que ces animaux ont des sens, la vision, l'ouïe, l'odorat, qui sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Et notamment, on va prendre la vision, on pourrait développer sur les autres, mais déjà la vision n'est pas la même pour un bovin, un ovin, que pour nous. Et notamment, quand ces animaux perçoivent un déplacement, ils voient quelque chose qui est très très long. C'est-à-dire, s'ils voient passer quelqu'un, en fait, ils verront quelque chose comme un train, quelque chose de très long. Et donc, du coup, la présence d'un coureur, la présence de quelqu'un habillé en fluo avec une lampe de poche, à toute heure du jour et de la nuit, rend les choses très difficiles, puisque les animaux sont très vite apeurés. Donc il ne faut pas non plus négliger la présence des chiens. Deux types de chiens sont présents en alpage. Les chiens de conduite, c'est le chien de berger, le chien historique, celui qui a toujours été là pour aider le berger dans les mouvements du troupeau. Et puis le chien de protection qui lui est lié à la présence du loup, récente sur le massif, ça fait une bonne vingtaine d'années, mais qui du coup est placé là pour protéger les troupeaux du fait du loup. Et là, on a des chiens qui peuvent être agressifs puisqu'ils sont en situation de défense du troupeau. Donc il faut que le randonneur, il faut que le trailer intègre tout ça, que ce soit dans les phases d'entraînement, et particulièrement celle-là où il n'est pas encadré, mais aussi dans les phases de course, même si l'organisation fait un travail énorme avec les éleveurs d'anticipation et où les animaux sont placés pour ne pas trop gêner le parcours. Mais dans les phases d'entraînement et donc un peu de course, il faut vraiment être vigilant sur l'effet que l'on induit sur les animaux, et donc il faut anticiper en fait. Et la première chose pour anticiper, c'est de faire du bruit avant, avec une voix grave, s'annoncer, parler, pas s'énerver, s'annoncer et parler doucement. C'est faire attention à ralentir, de façon à limiter l'impact sur le troupeau et être très attentif à comment le troupeau réagit. C'est-à-dire que si jamais on sent qu'on déclenche une panique, on parle grave, tout bas, et on se calme, on n'avance plus, on attend que les choses se calment. Et on va voir que les animaux vont s'apaiser et on peut repartir à ce moment-là. Évidemment, on contourne le plus possible. Surtout si des chiens sont là, on les voit pas d'abord, ils peuvent sortir du troupeau, surtout si on a surpris. Et puis je pense qu'il ne faut pas non plus négliger les gens qui travaillent là, et je crois que saluer le berger, lui dire 2 mots, même si on est pressé, c'est très bien, et ça facilite aussi le plaisir de la relation à l'autre. Les bergers ne sont pas des gens qui sont farouches, c'est des gens qui apprécient aussi le contact. S'ils n'ont pas envie d'avoir le contact, ils l'esquiveront, et ils le feront très bien. Et puis, il faut aussi respecter les équipements qui sont en place. Et je pense aux clôtures. On referme les clôtures, on referme les portes. En tout cas, toutes les installations qui sont en place, on les remet comme on les a trouvées. Si elles sont ouvertes, on les laisse ouvertes. Si elles sont fermées, on les laisse fermées. Un petit conseil, si on les trouve ouvertes et qu'on croise le berger, on lui dit « En bas, j'ai vu que la porte était ouverte, est-ce que c'est normal ?» Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui l'a oublié, autant qu'il le sache. Voilà, c'est des règles toutes simples, des règles de bon sens qui valent toute l'année au contact des activités agricoles, tout l'été au contact des activités pastorales. Et globalement, ça se passe plutôt bien, plutôt très bien, entre le tout premier trail qui a été organisé en Beldon et les trails de maintenant, l'organisation ayant fait un énorme travail, les éleveurs ayant compris le rôle, compris l'intérêt dans l'économie du territoire, ils jouent le jeu et ça se passe plutôt bien. On ne néglige pas la difficulté, puisque je rappelle que quand les courses ont lieu, on est à l'automne, au moment où les troupeaux sont rassemblés, prêts à descendre sur les parties basses des alpages qui sont très vulnérables à la prédation du loup et où la tension est un peu à son maximum, puisqu'il ne faut pas rater sa saison en partant dans de bonnes conditions et qu'un risque de dispersion lié à une course est toujours très grave. Bien. Merci Bruno Caraguel. Donc des règles simples mais à appliquer tout au long de la saison et dans toutes ses pratiques. Guylain Houé, donc vous êtes le gardien du refuge de la Pierre du Car. Vous nous parler un petit peu du lien que vous avez avec la course? Oui, bonjour. Donc le refuge de la Pierre du Car est une étape sur l'échappée belle, juste avant le ravitaillement Super Collet. Nous sommes aussi le dernier refuge gardé sur la partie nord de Beldon, dans le sens de la course. Donc c'est un point, je dirais, incontournable pour les trailers qui sont en reconnaissance tout au long de la saison estivale. C'est là où on voit l'importance de cette course pour le développement du massif. Puisque pour nous, pour tous les refuges, je parle, les retombées vont se faire tout au long de la saison et pas uniquement le jour de la course. C'est-à-dire qu'à partir de début juillet, quand les cols sont accessibles par la fonte de la neige, des neiges, nous commençons à avoir les premières reconnaissances. Donc voilà, les refuges sont des points incontournables sur l'échappée belle. Et l'organisation l'a très bien compris puisqu'elle vient vraiment en amont
aux premières éditions pour nous demander nos besoins, comment ils pouvaient s'installer. Il y a eu un travail fait en commun qui a été très très important et qui a facilité beaucoup de choses, même s'il y a toujours des choses à améliorer, mais c'est ça qui est très intéressant et qui renouvelle un peu aussi notre métier. Donc incontournable pour les pratiquants. Alors si je reparle un petit peu de votre activité de refuge, on voit que la population des refuges a évolué. On a des publics peut-être aujourd'hui moins sportifs qu'avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vous, comment dans votre activité vous prenez en compte ces différents publics et quelle vision vous avez justement de l'évolution des refuges? Alors, dans le massif de Beldon, on a surtout des refuges de moyenne montagne, on va dire qui s'adressent à un public familial et de randonneurs confirmés. La spécificité au refuge de la Pierre du Carré, c'est qu'il est facile d'accès, donc en plus nous avons un gros public familial. Donc ce sont des gens qui sont là pour découvrir la montagne, bien souvent c'est leur première nuitée en refuge. Et avec l'arrivée de l'échappée belle, ça permet de mettre autour de la même table le soir, puisque tout le monde mange ensemble, nos clients et nous-mêmes, on partage les plats ensemble. Donc de mettre ces familles qui découvrent la montagne avec des trailers, donc qui sont des gens, des sportifs quand même. On peut les qualifier de sportifs de haut niveau, vu les performances. Et ça permet de mettre en contact deux mondes tout à fait différents et le grand public vient à la découverte de ce nouveau sport et des performances quand même incroyables de ces coureurs. Et ça donne des échanges très très intéressants. Et même pour nous en tant que gardiens, ça nous permet de rencontrer ces gens-là. En moyenne montagne, on n'a pas l'habitude non plus de voir des gens qui sont axés sur la performance. D'habitude, on retrouve ça plus sur la haute montagne. Et c'est super intéressant et ça donne aussi des jeux entre nous avec ces coureurs qui sont en reconnaissance, qui vont nous donner des temps de base que nous, des fois, on transmet aussi à l'organisation, qu'on va transmettre aux coureurs qui viennent en reconnaissance après, puis mettre des petits challenges et puis on a des nouvelles de tous ces gens-là et qui bien souvent même reviennent après avec leur famille s'ils ont apprécié l'endroit, ce qui arrive régulièrement. Bon, très bien, donc acteur incontournable et le tout dans une ambiance très sympathique. Pierre Gagnère, vous êtes également dans l'organisation de l'échappée belle puisque vous assurez les vidéos. Alors comment est-ce que vous, l'échappée belle, vous avez pris en compte justement tout ce qu'on a évoqué dans ce plateau? L'aspect environnemental, le respect des uns et des autres, de la nature, c'est Florent Hubert, ça a été l'un des points qu'il a réellement voulu mettre en valeur, qu'il a voulu, dès le départ, ça a été hyper important pour lui. La meilleure preuve, c'est que dans le staff de l'échappée belle, il a d'emblée nommé un responsable, en l'occurrence Séverine Bourasset, qui est responsable du développement durable. Cela montre qu'effectivement c'est très important pour l'échappée belle. Donc Séverine, son rôle, c'est ce qu'on vient déjà de débattre, là, de faire en sorte de sensibiliser les coureurs, bien que, à mon sens, la majorité aujourd'hui des trailers sont déjà sensibles à toute cette problématique, au respect de la nature. On parlait de ne pas laisser de papier, ne pas laisser de déchets pour pas que les animaux les mangent. Je crois qu'aujourd'hui, pratiquement tous les randonneurs, tous les trailers, enfin je veux le croire, respectent ça. En tout cas, c'est le message que nous on fait passer. Et au niveau de l'échappée belle pour le développement durable, Séverine a mis en place le tri sélectif, le compost. On ne laisse aucun déchet évidemment, ni dans la nature bien sûr, mais même pas sur place. On ramène tout. Le balisage, c'est de l'éco-balisage, aucune trace, etc. Enfin, tout ce qui touche à l'environnement, c'est vraiment... il y a même beaucoup d'argent dépensé au sein de l'échappée belle, c'est vraiment un point important. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que l'échappée belle a déjà reçu 2 prix importants liés au développement durable. Donc vous voyez, on est vraiment très sensible à ça. Des labels, de l'exemplarité, une anticipation du dialogue. Écoutez, merci. On va accueillir maintenant les élèves du collège Flavius Giossona d'Alvar. Tous les élèves de la classe de l'association sportive du collège, donc également intégrés dans le module de l'éco-citoyen sportif. Salomé, tu es en 4e. Qu'est-ce que ça veut dire citoyenneté et sport pour toi? Comment tu l'intègres dans tes activités? Déjà au collège on l'intègre avec la classe éco-citoyenne et sportive, écologique parce que nous faisons le compost toutes les semaines avec les aliments, les fruits et légumes qui ont été triés au self. Et on fait aussi la journée piste propre. Au collège d'Alvar, on ramasse les déchets.
Ensuite, citoyenneté, parce que tous les ans, on organise les Olympiades avec les 6e, 5e. Et on fait aussi la journée avalanche qui sensibilise au risque de la montagne et sportif parce que on nous fait découvrir des sports de la montagne comme le ski et l'escalade. Donc plein de valeurs puisque du coup tu partages, tu interviens sur le milieu dans lequel tu fais tes activités, donc autant de valeurs donc du coup qui nous ramènent à la citoyenneté et au sport. Du coup je me retourne vers Léane, donc Léane est en 3e. Alors toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des activités que tu pratiques et du coup comment est-ce que tu les partages? Alors moi j'ai toujours vécu à Alvar et mes parents ils m'ont tout de suite initiée à la randonnée et maintenant je fais du vélo, de l'escalade et de l'alpinisme. Et je fais aussi toute autre sorte de pratiques de montagne. On a le privilège d'être dans cette région parce qu'il y a des très beaux paysages. Et moi, j'aime partager la montagne avec mes amis et ma famille. Comme par exemple, quand on est dans une grande voie et qu'on a le 100 mètres de vide sous les pieds, ou quand on marche sur les glaciers entre les crevasses. Et donc c'est pour cela que je pense qu'on doit conserver la montagne. Donc conserver la montagne et en prendre soin, parce que d'ailleurs certains d'entre vous, notamment toi Jules, donc tu es également élève en 3e, tu veux en faire ton métier puisque tu te destines et tu te prédestines à devenir professionnel de la montagne? Oui bien sûr, après la 3e j'ai postulé dans un lycée avec une option montagne pour pouvoir élargir mes connaissances dans la sécurité et les techniques de montagne pour demain peut-être en faire mon métier qui serait destiné dans le secours ou l'accompagnement en haute montagne. D'accord. Donc on a vu un petit peu comment vous intégrez tout ça au quotidien. Et si aujourd'hui on parlait d'avenir, William, donc également élève de 3e, comment est-ce que tu vois la montagne, peut-être dans 10 ans, 15 ans, par rapport à tes activités, par rapport à l'état de la montagne, les paysages que l'on aura? Déjà je la vois avec un peu moins de neige à cause du réchauffement climatique qu'on peut déjà observer aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir s'adapter pour améliorer les conditions et faciliter l'accès à tous ces sports, mais en gardant la beauté des paysages et du milieu naturel de la montagne. Par exemple, on a des stations aujourd'hui qui proposent plusieurs sports maintenant, comme le vélo, le ski, la raquette, des sorties comme ça, ce qui permet de diversifier les activités, parce qu'ils savent que la neige sera peut-être pas toujours là et que c'est un des moyens pour pouvoir continuer à pratiquer dans ce milieu. Et enfin, je pense que s'il faut agir maintenant, je pense qu'il faut le faire maintenant, parce que plus tard, ce sera trop tard et on va perdre les sports qu'on aime. Bien écoutez, merci William, très belle conclusion. Merci à tous et notamment à François Cognier, donc votre professeur, de vous avoir mobilisé et d'avoir préparé cette intervention. Et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.